We lost a friend. Nous avons perdu un ami. Voici ce que l'on a pu lire sur de nombreux murs des réseaux sociaux divers ces dernières semaines. Effectivement, à juste 54 ans, l'acteur Matthew Perry nous a quittés. Alors, j'ai voulu vous demander ce que vous pensiez de cet acteur autour de la table. Connu surtout pour son rôle de Chandler Bing dans la série à succès Friends, l'acteur a tout de même tourné dans d'autres productions, Mon voisin Nutzer 1, 2, 17 ans encore ou autre. Pas de grande production, je vous l'avoue, mais tout de même. Bon, moi, je ne vous cache pas, quand j'ai appris sa mort en buvant mon café, ça m'a mis un coup. Je connaissais franchement tous ces démons avec lesquels il luttait, mais je ne pensais pas apprendre son décès si tôt. Puis j'ai ressenti comme un réel pincement au cœur. J'ai grandi avec Friends et en toute transparence, j'ai eu l'impression d'avoir appris la mort d'un ancien pote de lycée que je fréquentais plus. Alors, est-ce que il n'y a qu'à moi que ça a fait ce sentiment-là ou vous partagez ça aussi? Alors moi, attention, je suis de 88, j'ai 35 ans, j'avais l'âge qu'il fallait à l'époque de la sortie et pendant 10 ans de saison de Friends. Hein. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est bien décrit. C'est un peu, moi je passais devant, ma sœur était complètement fan, je le voyais tout le temps à la télé parce qu'elle regardait que ça, et ouais, ça fait un peu ça. Le pote de lycée qu'on voit plus depuis un moment. Exactement. Pour ma part, moi, j'ai pas du tout regardé Friends parce que je regardais vite fait à la télé, mais ça m'a jamais attirée. Peut-être parce que j'étais trop jeune. Il y avait d'autres séries après qui m'ont plu. Mais par contre, je le suivais pas mal sur ses combats personnels et ça m'a un peu touchée de savoir que il était parti parce que je sais qu'il fait partie d'une grosse communauté et que les gens l'adorent pour ce qu'il a été, notamment dans Friends. Donc, je sens que ça a touché beaucoup de monde. Mais du coup, vous pouvez nous dire de quoi il est mort en fait, parce que j'avoue que Il je est sais pas mort trop. dans son jacuzzi, non? Il est noyé? Alors, il est mort noyé dans son jacuzzi. Après, des suites, comment il s'est noyé, on ne sait pas. Est-ce qu'il a eu un arrêt cardiaque? À ce jour, en tout cas, rien n'est sorti dans la presse. Après, oui, forcément, avec malheureusement les démons avec lesquels il luttait, alors ça laisse penser les pires horreurs, mais on n'a aucune certitude là-dessus. Ça on ne peut pas savoir. À l'heure, en tout cas, où on enregistre, on ne sait pas. Et on sait en plus, il était sobre. Enfin, il avait refait une thérapie. Ouais. Il a dépensé, alors moi ça c'est ce que j'ai lu après un peu aussi à mon enseignant, il a dépensé des millions d'euros en thérapie parce que c'était quand même un homme qui était conscient des addictions et des problèmes qu'il avait et il voulait s'en sortir. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte ou vraiment trop tard et lui avait l'envie de s'en sortir mais n'y parvenait pas visiblement. Vas-y, Marie-Pierre, on t'a pas entendu. Moi, j'ai regardé Friends un petit peu quand j'étais plus jeune et tout ça, parce que pareil, c'est de mon époque. Je crois, comme tout le monde, je trouve un petit attachement à ce personnage qui est très. Je sais pas, avec sa tête dans Friends, je pense que tout le monde le trouvait sympathique. Bon, après ça, moi, c'est vrai que j'ai pas trop suivi ensuite le reste des films dans lesquels il a pu jouer, et même de sa vie. Je savais même pas d'ailleurs qu'il avait ces gros problèmes de dépendance et d'addiction et tout ça. Donc là, je l'ai appris avec son décès. Mais ouais, ça m'a fait aussi un petit truc. Après, c'est vrai que j'étais pas non plus un énorme spectateur de Friends. C'était le D6, c'était le. Moi je suis vachement étonné de ça quand j'ai appris ça aussi, mais c'était vraiment le personnage le plus aimé de la série. C'est-à-dire que c'est lui qui avait la plus grosse communauté de fans. C'est le bon pote qui faisait rire tout le monde. En fait, qui était hyper important, mais qui au final passait un peu plus inaperçu que les autres. Vous voyez et en fait, c'était dans un homme comme ça que la plupart des gens arrivaient à s'identifier. Et donc, en fait, il avait la plus grosse communauté de fans de Friends, plus que Jennifer Aniston qui était plus connue parce qu'elle a fait plus de rôles, ou même Courtney Cox. Mais c'est vraiment lui qui avait la plus grosse communauté de fans, de par en fait son rôle et son air de type sympathique et auquel tout le monde peut plus facilement s'identifier. Ouais, il avait un côté anti-héros un peu. Exactement. Il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient ouais, et il a des vulnérabilités. Moi aussi, il a créé un vrai attachement. Ouais, exactement. Gauthier, pardon, excuse-moi, j'allais te couper. Non, je réagissais juste à ce que disait Pierre. Moi, je trouve que comme beaucoup d'acteurs qui décèdent, en fait, on s'intéresse à eux le jour où ils décèdent, comme pas mal de personnes publiques, en fait. Et donc, pareil, ces problèmes d'addiction, tout ça, j'en étais pas vraiment conscient avant. Et je voyais une interview cette semaine, justement, ou la semaine dernière,
où il expliquait qu'il voulait faire un peu de la lutte contre les addictions. Il voulait qu'on se rappelle de lui comme quelqu'un qui avait aidé d'autres personnes pour lutter contre ces addictions-là, contre l'alcool, etc. Et donc, il avait fait pas mal d'actions pour ça, pour aider les gens justement à s'en sortir quand lui s'en était déjà sorti à un moment. Ouais, je sais qu'il a, enfin, moi j'étais au courant de ces problèmes-là parce que ça s'est beaucoup su, parce que il y avait beaucoup d'épisodes en fait où c'était compliqué sur le tournage, apparemment parce que voilà, des fois il partait malheureusement, enfin ou heureusement, en cure de désintoxication. On le voyait aussi à travers les saisons. Il y avait des saisons où il était assez maigre, d'autres saisons où il était assez bouffi. Donc on sentait qu'il y avait des problèmes d'addiction derrière. En tout cas, quand on regarde ça d'un œil plus mature. Vous voyez pas ça Oui, j'allais dire. entre 15 et 20 ans, bien évidemment. Mais plus avec du recul, tu vois, c'est vraiment une série. J'allumais une chaîne, je tombais sur un épisode, je zappais pas. Il fallait que je re-regarde l'épisode parce que je les connaissais par cœur et que c'était top. Donc voilà, petit moment hommage à Matthew Perry, un acteur qui, en mon sens, et le vôtre aussi, visiblement, nous a quittés bien trop tôt. Donc hommage à lui et merci pour tout ce qu'il a fait. Oui. Bon, avant de continuer, on va essayer de remettre un petit peu plus de gaieté dans cette émission. Mais avant tout ça, on va faire une pause musicale. Et pour gagner la chance de nous donner un titre, est-ce que vous savez me dire, on reste sur Friends, combien d'épisodes en tout compte la série Friends? Oula. On est sur 10 saisons. Hein. Petite saison, moi je dirais 210. Ah, c'est un peu plus. 120. Ah, c'est encore un peu plus. Ah oui. 230? Ah, c'est encore un peu plus. Ah, c'était le format, rappelez-vous, hein, c'était le format sur 10 saisons. En général, il y avait 24, c'est entre 21 et 24 épisodes par saison. Voilà, sur 10 saisons. 236. Et 236, c'est Pierre qui a donné la bonne réponse? Ouais, bon, en même temps. Ouais, mais on donne pas de points là. Et je me suis dit, c'est Netflix. Non, c'est pas la télévision. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bref, parlons du problème à froid corps. Donc, c'est une série, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout un livre. Alors, je vais écorcher son nom et j'en suis désolé. Je l'ai jamais entendu, j'ai fait que le lire en fait. Donc, c'est New Sixa. Je ne sais pas comment si ça se prononce bien comme ça. Mais c'est une trilogie de science-fiction qui a été adaptée par Netflix il y a peu, il y a moins d'un mois, je crois. Si mes souvenirs sont exacts, début avril, il me semble que La mémoire est bonne et une série adaptée par les showrunners de Game of Thrones qui se sont attaqués à un autre monument, en tout cas de la littérature asiatique cette fois. Et j'ai envie de dire que le résultat, pour ma part, n'est pas le même que pour Game of Thrones. ouais, ni même que pour le spin-off House of Dragon de Game of Thrones, qui est Game of Thrones, pardon, c'est dur à dire là. L'histoire, en gros, je fais l'histoire et puis tu me dis ce que tu en penses. Puis après, je réagirai par rapport à ce que tu as dit. Bon, l'histoire, elle est simple, on va se poiler, tant pis. Mais en gros, une civilisation extraterrestre se met en route sur Terre pour nous réduire en esclavage. Ils vont être 400 années à arriver. Et l'histoire de la série, c'est comment on va se préparer et riposter à cet apocalypse qui est prévu. Voilà, grosso modo, en schématisant, à mort, hein, je le précise. C'est ça. Alors, tu as vu toute la série ou quelques épisodes, dis-moi? Je n'ai pas vu toute la série et je dois te dire que c'est une des rares séries, ça m'arrive très rarement, où je commence et où vraiment je décroche. Alors, je m'explique un peu. Ça arrive de plus en plus, en fait, sur les séries où on nous annonce par les showrunners de Game of Thrones, par les showrunners de Dark. En fait, c'est des gens qui ont fait quelque chose d'excellent et qui, pour moi, aujourd'hui, se reposent sur leur laurier. Et du coup, en fait, ça fait quelque chose, en mon sens, attention, je dis bien, d'assez médiocre, pas abouti, pas du tout recherché au niveau de l'œuvre principale. Voilà, hein, ils avaient tout à se faire connaître avec Game of Thrones et ils ont quand même s'ils ont pris des libertés, les deux showrunners avaient réussi à faire quand même quelque chose qui était dans les premières saisons très fidèle au livre. Aujourd'hui, on
on s'éloigne beaucoup du livre sur le problème à trois corps, et notamment rien que sur l'intrigue principale, et ça m'énerve, mais vraiment, voilà, le gros show à l'américaine, quelque chose qui prend place théoriquement, en tout cas dans l'univers du livre en Asie. Là, il faut que ça se passe aux États-Unis parce que les Américains, c'est les meilleurs. Donc voilà, c'est des choses qui m'agacent un peu quand on connaît l'œuvre un peu à côté. Et donc du coup, c'est des choses qui vraiment me rebutent et me freinent dans la vision en fait des séries. Alors ouais, donc là tu parles du livre, donc du coup je vais commencer par parler du livre aussi. Je vais rebondir sur ça avant de revenir sur la série. Dans le livre, moi je suis fan, j'ai adoré le livre, la trilogie, je l'ai adoré. Donc ça se passait effectivement en Chine et en Asie. Tous les personnages sont asiatiques. Même si l'inspecteur, moi dans le livre, j'ai trouvé qu'il avait comment on dit, des réflexions d'Américains. Je trouvais qu'il se comportait comme un Américain dans le livre. Je te rejoins là-dessus et c'est vrai que c'était peut-être même d'ailleurs un des seuls personnages vraiment qui avait voilà, qui avait une personnalité et un comportement un peu occidental en tout cas. Ouais. Mais voilà. Et aujourd'hui, ils ont vraiment tout changé par rapport au livre, que ce soit la place de l'intrigue, les personnages. Et vraiment, ça, c'est dérangeant. Mais je te laisse continuer sur le livre. J'arrête de déverser un peu de haine. Non, tu peux. J'aime bien la haine. Pour une fois, c'est pas moi. Écoute. J'allais justement. Attends, je vais après te ressembler. Je vais balancer des jeux Zack Snyder à tour de rôle. D'ailleurs, j'avais un petit coup de gueule à propos de ça. Et la seconde partie de Rebel Moon est sortie. Bref, je te laisse continuer et on en reparle. Oui, et pour revenir au livre, moi, alors j'ai adoré le livre. Hein, ça, c'est un point que j'ai dit que je redirais. J'ai adoré le livre. J'ai adoré tout dans le livre, les personnages, etc. J'ai adoré tout, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même un gros bémol pour moi, c'est que j'ai sauté pas mal de pages dans le livre, notamment toutes les parties où l'auteur nous explique comment fonctionne la physique quantique, la propulsion des vaisseaux, les astres qui bougent, les soleils, etc. Tout ça, j'en ai rien à foutre, moi. Tout ça, j'ai sauté. Et j'en suis resté à l'histoire. Alors, c'est vrai que quand on enlève tout ça, ça donne un livre un peu, j'allais dire, palpitant. Et beaucoup plus court que les 900 pages qui constituent, grosso modo, la trilogie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il était réputé inadaptable. Je me suis planté de mots, mais vous avez compris ce que j'ai dit. Oui, James, je t'ai coupé la parole, pardon. Vas-y, dis-moi. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que moi, c'est là où j'ai du mal avec les... Aujourd'hui, si une œuvre est inadaptable, ou très inadaptable, quasiment inadaptable, de par sa complexité, de par sa façon dont est racontée l'histoire, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix adapter ces séries? On a déjà du mal à captiver de plus en plus de lecteurs, et ben d'adapter des séries inadaptables, ça donne pas forcément l'envie aux gens d'aller lire plus loin, d'aller lire davantage. Donc voilà, moi c'est des choses qui me dérangent aujourd'hui. Quand une œuvre est inadaptable, et ben ne l'adaptons pas et laissons-la dans son état naturel et normal. Ouais. Moi, honnêtement, je pense qu'elle est adaptable en sautant toute la partie explication de la physique quantique, etc. Et plutôt des séries. Ouais, mais dans ce cas-là, tu es obligé de. Mais la série, tu peux pas appeler la série le problème à trois corps. Et après, faut aussi se dire que l'auteur, lui, si on lui dit on a envie d'adapter ton livre, c'est lui, il a peut-être envie que l'essence de ce qu'il a écrit se retrouve aussi à travers la série, et ça se comprend. Justement, j'allais venir. J'allais dire que à ce moment-là, il fallait pas partir sur 4-5 saisons, mais une saison, ça aurait pu être bien fait en simplifiant au maximum. En sachant qu'il y a une autre série qui a été supervisée par l'auteur, cette fois-ci une série chinoise, il me semble, et qui est, elle, a priori plus respectueuse de la série Netflix. Mais je n'ai pas encore vu celle-là. Exactement, tout à fait. Je ne l'ai pas vu non plus, mais j'en ai entendu parler en m'enseignant et en lisant quelques articles. Et effectivement, apparemment, la série est bien mieux adaptée et beaucoup moins américanisée, et du coup beaucoup plus fidèle à ce que l'auteur a voulu faire transparaître. Je jette un coup d'œil par curiosité, mais comme toi, alors moi j'ai vu toute la série entière, la série de Netflix, mais j'ai triché aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains épisodes
où j'ai cliqué sur avance rapide, parce que, il faut le dire, hein, c'est chiant. C'est chiant comme la mort, cette série. Hein. Ah bah oui, j'irai peut-être pas à dire jusqu'à chiant comme la mort parce que moi je te dis j'ai regardé que 2 ou 3 épisodes et que je me suis arrêté pas parce que forcément je m'ennuyais mais parce que vraiment j'ai été dérangé par cette place américaine qui n'est absolument pas retranscrite enfin qui n'existe pas d'ailleurs du tout dans le livre de base et donc voilà ça m'a un peu peiné pour l'auteur. Alors moi je le dis, hein, moi c'est l'ennui hein, qui s'est déclenché à regarder ces épisodes. Hein. Ouais, c'est décevant mais comme beaucoup, j'ai envie de dire de deuxième série à gros budget adaptée par des gens qui ont cartonné sur une première. Je vais reprendre l'exemple hein, que je disais tout à l'heure Dark, hein, les showrunners de Dark. Si vous connaissez pas cette série, je vous encourage à regarder, elle est sur Netflix. Leur première série à plus ou moins gros budget, en tout cas à cartonner. Et derrière, ils ont fait la série 1899 sur le bateau fantôme. Je sais pas si tu l'as vu. Alors je refuse de la voir parce que la saison a été arrêtée. La série a été arrêtée au bout de la première saison. Et ce genre de série, s'il n'y a pas la fin, ça rend fou. Voilà. Heureusement que Dark a été jusqu'au bout parce que, comme toi, c'est une super série que je recommande aussi. Mais du coup, non, je ne regarderai pas 1899 pour regarder une série puis pas avoir la résolution des mystères. Déjà, il y a tellement de séries qui sortent. Alors, s'il faut encore regarder les inachevés, ça rend fou, quoi. Donc moi, j'avoue que j'ai regardé 1899 parce que ayant vraiment adoré Dark, je me suis dit je veux absolument voir cette série. Et bon, je m'en suis douté dès le milieu de la saison que de toute façon ça n'irait pas bien loin. Et effectivement, elle a été annulée après la première saison. Et j'ai envie de dire quelque part tant mieux parce que en fait ils reprennent plus ou moins les mêmes codes en changeant les personnages, en changeant les histoires. Et donc en fait c'est de la redondance. Et c'est ça aujourd'hui ce qui avait été reproché sur cette série, c'est que cette redondance du coup a été n'a pas trouvé ses spectateurs parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de nouveau de la part des créateurs, mais d'aussi perturbant en fait. Et voilà, en fait, on retrouve exactement la même chose, donc on n'a pas de réelle surprise. Renouvellement, cher créateur. Voilà, c'est nul ce que je viens de dire, je couperai peut-être. Ou pas, tiens, ça m'apprendra. Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Voilà, ça c'est, vous avez reconnu un extrait de La Cité de la Peur, hein. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et c'est ce que je pense de ton film que tu as proposé pour l'instant culte. Mais parlons-en donc. Eh ben, parlons-en donc alors de ce film, de cet instant culte. Mais avant toute chose, j'aimerais te poser une question, Christophe, et à nos auditeurs également. Est-ce que tu sais ce qu'on fête le 14 mars? C'était hier, le 14 mars. Si vous nous écoutez en podcast vendredi, c'était hier. Et alors, d'après toi, c'est la journée internationale de quoi? Ah, des mathématiques. Oh, bien joué, ouais, t'es fort. Tu commences à me connaître, hein. Tu sais que je te balance en instant culte un film sur les mathématiques. Il se dit, c'est forcément la journée mondiale des mathématiques. Bah, effectivement, bien vu. Je suis découvert. Oui, effectivement, c'est la journée internationale des mathématiques le jeudi 14 mars. Et donc, ça m'a donné envie de faire voir à Christophe ce super film qu'il a tellement aimé qu'il en a eu des nausées. Un homme d'exception. Bah, écoute, je vais te laisser commencer par pitcher ce film et expliquer ce que tu as aimé ou pas aimé ou tout ce que tu veux. Ben en avant, donc c'est bon, l'histoire elle est simple, c'est une sorte de biopic romancé, à ce que j'ai compris. C'est pas vraiment la réalité, mais un biopic romancé d'un mathématicien, un grand mathématicien Forbes pour le citer. Forbes après la Seconde Guerre mondiale, donc il est jeune en 47, 48, l'année dans laquelle il intègre une grande université de mathématiques, j'ai oublié laquelle. Et puis on voit sa vie donc de jeune à quasiment, j'allais dire le cimetière, non, mais bien vieux quoi. Ah justement, alors est-ce que tu saurais combien de temps, sur combien d'années s'étend le film? C'est pas à peu près 45 ou 46, 47 ans tout ça? 47, exactement, 47. Ton dernier chiffre. Ah, exactement, ça s'étale sur 47 ans, donc c'est quand même une belle prouesse déjà pour un film d'étaler un film de à peine un peu plus de 2 heures sur 47 ans.
Ouais, 2h47 ans, mais c'est long. Tu les sens Tu passer. les sens passer. Tu as l'impression d'y avoir passé 47 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est assez rapide. En 16 minutes, hein, j'ai regardé ma montre parce que je m'ennuie un petit peu. Mais en 16 minutes, on a le condensé de beaucoup de films hollywoodiens, quoi. C'est-à-dire qu'en 16 minutes, on a toutes les scènes d'un certain cinéma à prix, j'ai envie de dire, un cinéma qui est là pour gagner les Oscars. Hein. Aux États-Unis, c'est les Oscars, oui, les Oscars. Donc, tu vois le gars arriver, on le voit incompris, on voit qu'il est torturé, on voit qu'il a une adversité, et puis tout d'un coup, il a la bonne idée. Enfin, tu vois, tout ça en 16 minutes, montre en main, tu as déjà un petit film en accéléré. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 2 heures de plus, du coup? Alors, il y a un petit twist qui est pas mal, hein. J'avoue que le twist, il est vraiment bien. J'ai pas vu venir, en plus, il est vraiment bien. J'ai envie de spoiler, mais j'ai pas envie de spoiler. Arrête-moi, s'il te plaît. Non, je t'arrête. Alors, il faut savoir, oui, que c'est un biopic. Alors, c'est un biopic romancé, hein, attention, mais sur la vie d'un mathématicien. Moi, ce que j'adore dans ce genre de film, c'est d'apprendre de certaines personnes et d'essayer de comprendre un petit peu leur psychologie, leur état d'esprit. Et c'est pas la première fois qu'on parle de biopic. J'ai l'impression que toi, les biopics, t'as un peu de mal quand même. J'ai énormément de mal avec les biopics. Effectivement, je crois que j'en ai pas aimé beaucoup de biopics. Tu sais, ce film, il m'a fait penser à un biopic horrible, horrible, avec Jennifer Lawrence, la star de Hunger Games. C'est Jennifer Lawrence, hein, je ne me trompe pas, je ne confonds pas. Oui, Jennifer Lawrence, oui. Alors, le biopic, c'était un film sur une personne une jeune femme qui invente un balai et qui le vend au téléachat et qui devient multimillionnaire grâce à cette invention. Alors, je ne connais pas du tout ce film. Tu Joy. nous enverras Joy. en lien le film. The comment? Joy. J'ai retrouvé le nom du film. Joy, ok. C'est la même Bah, scène, tu vois, c'est je le même connais film. pas du tout ce film. On voit les coutures dans ce film et dans Un homme d'exception. On voit les grosses coutures du film. Mais je t'ai coupé, vas-y. Termine. Non, je disais, de toute façon, il y a deux teams. Il y a deux teams hein, dans la culture cinématographique. C'est on aime les biopics ou on n'aime pas. Visiblement, on est, toi et moi, chacun d'un côté de la barrière, si j'ose dire. Donc voilà, c'est vrai que tout ce qu'on peut dire sur ce film, c'est que voilà, il est réalisé par Ron Howard. Donc, et je te rejoins, qui est un habitué du cinéma de grand spectacle et à essayer d'aller chercher et les grands prestiges hollywoodiens. Ça se ressent dans ce film. C'est pour ça que c'est pas un des plus magnifiques biopics qu'on peut avoir, d'autant plus que c'est romancé et c'est pas la vie d'un célèbre mathématicien, mais c'est vraiment inspiré de la vie d'un célèbre mathématicien. Après, je trouve qu'il y avait voilà, moi j'aime les films quand il y a des longueurs, quand il y a le temps que les choses soient posées, qu'on comprenne, qu'on joue à travers un regard. Et je trouve que Russell Crowe incarne bien cette personne tourmentée. Et je pense qu'il est d'ailleurs lui-même très tourmenté dans la vie, non? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu d'acteur? Alors là, tu viens de dire deux choses qui vont me mettre en rogne. Qui vont me mettre en rogne. Premièrement, le Chris Kourou, ça va. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que le film est long et il prend le temps que c'est un bon film. La preuve, là, en 16 minutes, on a déjà vu toute sa partie adolescente, on va dire. Et c'est pas très intéressant. Et ensuite, Russell Crowe, bon, dans ce film, mais à quel moment, quoi? À quel moment? C'est-à-dire que tout le long du film, il joue à l'autiste. Alors, pour bien nous montrer, alors il se touche un petit peu le front, et puis se gratte la main. C'est de l'autisme hollywoodien. Regardez, celui-là, il a un problème. Attention, il a un problème. Et moi, j'ai pas cru une seconde à son talent d'acteur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment il a pu continuer à faire des films, quoi? C'est pas possible. Et en plus, il a gagné un prix, hein, il me semble. Il a gagné le prix du meilleur acteur. Et pour moi, c'est incompréhensible. Et ça s'explique parce que ce film, il est fait pour avoir un prix. C'est-à-dire que tout est grandiloquent. Le jeu est grandiloquent. Regardez comme je joue bien. Regardez comme je filme bien. Regardez comme les décors sont merveilleux. Regardez comme la lumière m'éclaire bien. C'est un film à prix. Ça n'a pas de valeur artistique autre que film à prix. Heureusement, messieurs, dames, que ce film n'a pas été réalisé par Zack Snyder. Parce que sinon, nous serions face à un gros problème.
Bon, bah écoute, on sera pas d'accord pour une fois. C'est rare sur les instants cultes. Généralement, on est quand même assez d'accord. On diverge sur C'est vrai. 2 ou 3 points, mais là, on est vraiment à l'opposé. Voilà, il y a le fan des biopics et le hater des biopics. Et j'ai l'impression que tu as quand même souvent la place du rabat-joie, toi. Hein. Ouais, c'est parce que je suis tellement optimiste dans la vie à côté, et je le dis sans aucune ironie. J'aime tellement la vie que j'attends beaucoup du cinéma. Comme je m'auto-divertis moi-même, j'ai du mal avec le cinéma. Mais j'adore le cinéma quand même, et je continue à y aller là d'ailleurs. Et je vais ajouter un autre truc horrible, c'est que moi j'en ai marre de ce genre de film qui dépeignent les autistes et les HPI comme des génies désignés, presque autoproclamés, comme si pour être bon dans ce qu'on fait, il fallait être spécial. C'est-à-dire que depuis des décennies maintenant, on nous vend le génie, qu'il soit au cinéma, dans la littérature, dans la chanson, comme c'est quelqu'un de spécial. Regardez, il sait pas parler aux autres, il sait pas les conventions sociales, mais de baf, moi je te mets pour te rentrer dans le rang, petit. Bonsoir, James, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Chris? Mais Je la trouve très aigri, effectivement, comme tu disais en début d'émission. Mais après, malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais c'est vrai que les plus grands qui ont marqué l'histoire par la science, les mathématiques, les inventions, ces choses-là, malheureusement ou heureusement encore, hein, je me répète, mais voilà, on avait souvent des traits autistiques ou étaient un peu renfermés sur eux-mêmes, étaient vraiment à l'écart en marge de la société. euh, et voilà, et après, c'était peut-être comme ça aussi que se développe le génie, quand on est enfermé dans son propre monde. Et voilà, il faut aussi l'accepter. Je dis Ouais. pas que tous les génies sont des personnes comme ça, mais c'est vrai on le voit beaucoup. Ouais, regarde Albert Einstein. Albert Einstein avait un énorme trouble autistique. Oui, mais oula, je perds mes mots, ils bossaient, quoi. Il y avait aussi ça, c'est pas juste le génie. Là, moi, ce que je n'aime pas dans ce genre de choses, c'est que c'est comme si le génie venait d'un claquement de doigts et du doigt de Dieu qui te dit, toi, tu vas y arriver. Non, c'est du travail, c'est du taf, et c'est bien ça sûr. qui fait du taf. Et, Bien sûr, c'est du travail. Et tout comme ce mathématicien, c'est du travail. Hein. Il sait pas, ça lui est pas arrivé comme un éclair de génie. Et même si le film et la façon dont c'est romancé a pu te faire penser ça, évidemment que dans la vraie vie, ce très cher Monsieur Forbes a dû travailler d'arrache-pied pour réussir à devenir ce génie des mathématiques. ça, j'en doute pas, parce que sinon, on n'en parlerait pas.